Donc, on a le plaisir d'accueillir Grégory qui va nous parler de une question qui personnellement a piqué ma curiosité. Grégory, il est enseignant à l'université de Rouen et il est aussi impliqué dans un projet de recherche qu'il a mené avec Explore. Je pense qu'il va nous raconter un petit peu le contexte de sa recherche. Et voilà, la question, c'est en tout cas moi qui a piqué ma curiosité, c'est pourquoi des entreprises vendent des produits et en même temps expliquent comment on pourrait les fabriquer soi-même et ne pas acheter leurs produits. Donc voilà, on va écouter Grégory. Bon, alors vous ne vouliez pas parler d'entreprise low-tech. Je vais parler d'entreprise low-tech pour indiquer quelles œuvrent en fait dans le champ de la low-tech. Alors le travail que je vous présente là s'inscrit dans un stage que j'ai réalisé chez Explore dans le cadre d'une poursuite d'études que j'ai faite en sciences de gestion. Alors ça signifie que pendant 6 mois, je me suis trouvé plongé dans un univers bouillonnant, en découverte de tout, de la transition que je ne connaissais pas, de la low-tech, bien entendu, de la démarche low-tech qui est mouvante, des sciences de gestion que j'apprends. Et puis, il y a beaucoup de disciplines aussi associées à la démarche low-tech, que Quentin a rappelé tout à l'heure, l'économie, la sociologie, par exemple. Et dans ce grand chamboulement, dans mon esprit en tout cas, je suis parti d'une surprise qui est tout à fait naïve et qui interpelle lorsqu'on découvre les mécanismes généraux de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en remarquant qu'un certain nombre d'entreprises, c'est-à-dire d'organisations à but lucratif, proposent de former à la fabrication du produit qu'elles vendent. À rebours, donc, a priori, de ce qui constitue le modèle d'affaires habituel, c'est-à-dire le secret qui conserve la connaissance ou le brevet qui prive, qui interdit l'exploitation. Cela, toutefois, semble très bien correspondre à la démarche low-tech, dont la définition ou bien la caractérisation est certes mouvante, avec différents acteurs qui tentent de la poser, mais enfin qui s'accordent globalement sur les différentes notions, dont l'encapacitation. J'étais très heureux d'entendre tout à l'heure en capacité, voilà. Vous avez introduit le néologisme. L'encapacitation, la transmission libre des savoirs, des savoir-faire, et puis qui permet aussi l'essaimage. Et c'est précisément cette notion d'encapacitation qui est au cœur de la surprise évoquée et donc de la question posée, puisque c'est elle qui impacte a priori les modèles d'affaires par la potentielle disparition du secret, du brevet, c'est-à-dire finalement de l'avantage concurrentiel, ordinaire, même s'il n'est pas forcément le seul levier pour capter la valeur. Alors, bien entendu, cela attise la curiosité. J'ai essayé de l'assouvir en regardant comment ces entreprises peuvent fonctionner, autrement dit, quel modèle d'affaires elles mettent en œuvre, puisque se pose immédiatement la question de la viabilité de tel business model si l'on apprend au client à fabriquer ce que par ailleurs on lui vend. Alors le choix des entreprises, qui constituent finalement un petit corpus d'études, elles sont 4, c'est fait d'abord de manière relativement aléatoire, puisque ce sont les premières que j'ai découvertes présentant cette proposition de valeur inhabituelle, et elles présentent néanmoins des caractéristiques communes qui permettent d'avoir un corpus assez cohérent. Alors, ce sont des entreprises qui mettent en œuvre, qui œuvrent dans le champ de la low-tech parce que leurs acteurs interviennent, par exemple, dans des événements précisément estampillés low-tech, des conférences, des webinaires, parce que la communication aussi de ces entreprises s'appuie sur la low-tech, ou bien parce que ces réseaux sociaux s'adressent à la communauté low-tech, et puis parce qu'elles relaient toutes des valeurs d'autonomisation et d'encapacitation, ou de partage. Et puis, par ailleurs, il s'agit d'entreprises de petite taille, ce sont des TPE, qui ont tout un champ d'action local. Elles sont jeunes aussi, et ça c'est important parce que ça signifie qu'elles n'ont pas traversé les affres du changement, comme c'était évoqué ce matin, à cause d'un modèle déjà établi, puisque elles se sont construites finalement en cohérence avec une activité menée dans le champ de la low-tech.
Et puis, elles répondent à des besoins essentiels. Alors, c'est le principe d'utilité de la démarche low-tech. Elle s'appuie aussi sur des sources énergétiques plutôt valorisées par la démarche low-tech. Et puis, elle présente des process de fabrication qui sont suffisamment élaborés pour n'être pas facilement reproductibles, c'est-à-dire nécessitant, pour des non-experts en tout cas, une source d'incapacitation. L'étude de ces modèles d'affaires s'est faite de manière assez classique, donc en croisant des informations issues d'observations de sites web des entreprises, de ces réseaux sociaux, en allant voir la documentation légale disponible, la presse bien entendu, et puis à l'aide d'entretiens avec les dirigeants des entreprises concernées, sauf pour Ezeo qui n'a pas pu se rendre disponible. Et il y a là déjà une limite ou bien une piste d'approfondissement à cette étude parce que l'observation, donc, s'est faite essentiellement avec un regard extérieur, sans consulter de documentation interne, par exemple. Et puis, les entretiens qui ont été menés mériteraient aussi d'être itérés, développés avec des questions plus fines sur certains des aspects des modèles d'affaires. Il a fallu, bien sûr, tenter de mesurer l'encapacitation proposée par ces entreprises en ce qui concerne la documentation éventuellement disponible en open source, et puis en ce qui concerne les formations proposées par ces entreprises. Alors, 2 critères ont été établis pour estimer un degré d'appropriation. L'important sur la correspondance entre la documentation librement accessible et le produit vendu, d'une part. Et dans ce cas, il ne peut y avoir d'appropriation complète que si la documentation est directement corrélée aux produits vendus. Et puis, d'autre part, c'est le deuxième critère d'encapacitation, si les apports en savoir et surtout en savoir-faire permettent la reproduction du produit vendu avec tous ces aspects différenciants. L'idée étant donc d'estimer dans un premier temps, et puis d'une façon assez simple, si l'appropriation, au final, est complète ou partielle, et c'est ce qu'on désigne par appropriation mineure ou majeure. Alors les résultats montrent d'abord ce qui n'est pas inattendu, et puis ce qui a été évoqué tout à l'heure, une communication et des canaux relationnels renouvelés, globalement inspirants, parce que parfois, pas toujours, il y a un récit, il y a une autre vision qui est proposée. Alors je pense à Morgan Meyer qui a bien travaillé ce sujet, cautionné aussi par le statut d'ingénieur ou de technicien. La notion de communauté également est présente dans les discours, qui est génératrice de confiance, et tout comme d'ailleurs la notion d'encapacitation. Les impacts, alors avec un point de vue toujours extérieur, qui ne repose presque que sur l'observation, apparaissent tout à fait positifs puisqu'ils entrent vraisemblablement dans la représentation désormais habituelle, vertueuse et intégrative de la triple bottom line. Ce sont les 3 cercles que vous voyez là, qui imbriquent en les subordonnant l'économique, le social et l'environnement. Et puis, la localisation, il y a une certaine circularité aussi parfois. Les partenariats qui sont nombreux et locaux, l'autonomie en énergie, et puis plus globalement l'émancipation en sont aussi quelques marqueurs. Et ces résultats montrent aussi une encapacitation qui peut se faire finalement à des degrés variés. Alors, pour Ezeo, qui fabrique donc, qui forme à l'autoconstruction de systèmes énergétiques. Il existe par exemple en accès libre une documentation qui est directement corrélée aux produits vendus, mais qui n'incapacite pas en savoir-faire puisqu'il s'agit d'un catalogue tarifaire qui indique aussi les différents composants des systèmes proposés, mais qui ne transmet pas d'informations sur la fabrication ou l'installation de ces systèmes, à la différence de ces formations dont c'est l'objectif. Bryce Bell propose 8 documentations, documents écrits ou documents vidéographiques, qui sont directement corrélés aux produits vendus, mais qui sont des notices d'utilisation des produits vendus et qui ainsi renvoient à la boutique en ligne. La formation, quant à elle, est
il y a là une deuxième limite à cette étude, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'un regard extérieur qui n'a pas, donc je n'ai pas participé aux différentes formations proposées, je n'ai pas non plus rencontré, échangé avec des gens qui ont pu réaliser ces formations-là. La formation de Brasbel donc propose vraisemblablement une demi-journée sur les systèmes low-tech qui sont utilisés pour leur production, pour l'eau et pour l'énergie. Et ces 3h30 paraissent insuffisantes pour être en mesure de reproduire, d'installer, d'utiliser les différents systèmes sur lesquels est basée, et là je cite le titre de leur site web, la production low-tech de champignons. Dans leur programme de formation, Brasbel indique également que tous ces systèmes se basent sur des principes low-tech qui permettent d'être le plus autonome possible dans la production en eau, en énergie, et confirme sur une autre page de son site web qu'il s'agit bien d'une sensibilisation au système de production low-tech. Alors, attention à la représentation schématique en fait, que j'ai tenté de faire ici pour illustrer les choses sur un diaporama, la représentation à droite notamment, avec les croix et les validations. Une croix ne signifie pas qu'il n'y a pas d'encapacitation, il y a formation, il y a encapacitation, mais pas forcément sur tous les aspects, et notamment sur les outils de production qui peuvent être parfois très spécifiques et qui en l'occurrence peuvent exiger des formations complémentaires pour pouvoir les reproduire ou bien de faire appel à un acteur tiers. Pour Enerlog, les propositions paraissent complètement incapacitantes, et vous aviez bien choisi l'entreprise tout à l'heure, parce que la documentation disponible est extrêmement structurée, parce qu'elle a été construite dans une visée d'apprentissage, tout simplement, et donc elle forme un tout à la fois cohérent, progressif. Et au-delà des aspects techniques propres au système documenté, elle couvre même le champ de quelques explications scientifiques permettant de comprendre, par exemple, des éléments de physique en jeu. Et puis, Neoloco ne propose pas de documentation en open source, et ces formations n'ont pas pour objet d'apprendre à fabriquer l'outil spécifique utilisé pour la production, donc le concentrateur solaire. Et en cela, l'encapacitation, in fine, paraît incomplète pour être en mesure de reproduire en toute autonomie le produit vendu. Alors finalement, construisant une proposition de valeur liée à l'encapacitation, à l'émancipation aussi, et parfois même pas toujours liée à la démarche low-tech, les 4 entreprises transmettent effectivement des savoirs et des savoir-faire. Elles présentent aussi des modèles différents, s'appuyant parfois sur un unique produit, ou au contraire en diversifiant leurs sources de revenus. L'encapacitation, pour 3 d'entre elles, repose obligatoirement sur la formation, et Brasbel et Neoloco ont cette particularité qu'elles proposent des formations métiers, c'est-à-dire assez globales, portant sur des techniques de production et sur l'organisation métier plus largement, tandis qu'Eseo et Enerlog, elles, forment à la fabrication d'un système technique donné. Malgré cette diversité, l'accompagnement tient un rôle essentiel dans chaque modèle d'affaires, et c'est cette autonomisation, en capacitation par l'accompagnement qui semble constituer une proposition de valeur notable des entreprises low-tech observées. Pour conclure, eh bien, cet essai d'observation, avec les limites que j'ai pu indiquer, soulève finalement beaucoup plus de questions qu'il ne répond à une problématique. Alors, par exemple, sur le rôle des communautés de pratique, c'est ce que j'entends par CP, sur le rôle des communautés de pratique dans des business models qu'on pourrait qualifier de low-tech, ce qui amène à s'interroger sur ce que peut être un business model low-tech, l'encapacitation par la formation n'étant pas une caractéristique de toutes les entreprises low-tech. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que vous disiez juste avant moi, que serait une entreprise low-tech ?
Son modèle d'affaires doit-il forcément être lié à la démarche low-tech? Dans quelle mesure, éventuellement? Et puis, c'est aussi la question de l'encapacitation qui est posée, ou de l'émancipation, une notion phare de la démarche low-tech. Comment l'aborder? Avec quels termes? Avec quel vocabulaire? Avec quelles règles aussi, ou quel outil de mesure? Et enfin, je reprends l'expression d'Amandine Garnier qui travaille dans une agence de communication qui s'appelle Les Raisonnés, qui a travaillé au Low-Tech Lab, pour poser la question du marketing, là aussi, et de la communication qui peut accompagner l'entrepreneuriat low-tech, comme j'évoquais tout à l'heure également une communication renouvelée. Et finalement, il y a pour moi un très grand enthousiasme généré par la découverte du champ de la low-tech, en même temps qu'une grande frustration, ou qu'un problème épineux, qui ramène à l'idée de préciser davantage un cadre. Alors, je crois que ça fait débat au sein de la communauté low-tech, alors ça fait débat aussi, je pense, au sein de ce public. L'intervention tout à l'heure et la réponse donnée l'ont montré. Un cadre qui permettrait de diminuer sans doute la part de subjectivité des points de vue sur ce que peut être, par exemple, l'entrepreneuriat low-tech. Et malgré de très jolis travaux parfois, je trouve, comme celui d'Audrey Tanguy, je crois que c'est Lisa Carrière et Valérie Laforêt, cette question de la définition est une difficulté que moi j'ai fortement ressentie en réalisant cet essai d'observation, puisque finalement, tant que les définitions seront pluriel, il me semble qu'on aura beaucoup de mal à sortir des discussions où chacun, de manière tout à fait légitime, peut exprimer une vision différente avec des subtilités, y compris le chercheur, et qui lui-même place son objet de recherche sous un éclairage finalement qui lui est propre également. Alors j'espère qu'on pourra lire l'article d'Aurélien Béranger qui devait intervenir aujourd'hui, parlant d'autonomie. Je comptais beaucoup sur son éclairage et puis voilà, on verra bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Grégory. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci pour votre présentation très intéressante. Cédric Masclet, laboratoire GESCOP Grenoble. Je voulais savoir, dans cet accompagnement, cette formation, est-ce que vous avez décelé des traces de volonté de former des ambassadeurs ou une volonté d'essaimage de la part de l'entreprise au sens général, hein, ou simplement d'avoir un acteur final, c'est-à-dire qu'on forme un acteur final, mais sans penser forcément à cette capacité d'essaimage. Je crois que pour les 4 entreprises, il y a cette notion d'essaimage qui est très présente. Tout dépend ce qu'on va mettre sous le terme essaimage. Tout dépend ce qu'on va comprendre sous le terme essaimage. Mais très clairement, Bryce Bale indique voilà, vouloir alimenter des producteurs avec ces semences, par exemple. Néoloco très clairement forme pour et indique vouloir développer cet artisanat solaire. Ezeo forme également des formateurs à l'autoconstruction qui désormais forment un petit peu partout dans différentes régions. Alors j'ai moins là en mémoire cette idée chez Enerlog, mais Enerlog ouvre absolument toutes ces techniques, tous ces systèmes, il n'y a aucun secret. Donc, de fait, n'importe qui peut s'approprier ces techniques. Moi, j'ai une petite question. Tu as bien expliqué comment les entreprises que tu as étudiées vont vers cette logique d'encapacitation. Encapacitation. Et est-ce que tu les as interrogés sur le pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans cette voie-là ? Est-ce que c'est pour développer leur entreprise, pour avoir une offre de service en plus des produits qu'ils développent ? Ou est-ce que c'est
parce qu'ils pensent que ça fait partie de leur mission? Est-ce que c'est central? Est-ce que c'est périphérique? Voilà. C'est quoi les raisons? Pourquoi on y va finalement? Alors non, je ne les ai pas interrogés sur ce point précis. Donc voilà une limite que j'évoquais tout à l'heure. Une perspective. Oui. Bon, donc, je vais livrer mon avis personnel, qui ne repose pas sur des échanges avec ces entreprises. D'abord, c'est une source de revenus. Juste ça, ça me paraît important. Pas mal d'entrepreneurs qui se lancent, que ce soit pour de la fabrication, vente de produits ou bien du conseil, de l'accompagnement, ont à côté une autre activité pour pouvoir générer un revenu du quotidien, tout simplement. Et puis, quid de la low-tech s'il n'y a pas de formation, c'est-à-dire de possibilité de sans capacité, et donc de transmission d'un savoir et d'un savoir-faire. Donc mon idée est que le modèle low-tech a un fort intérêt à s'appuyer sur cette proposition. Néanmoins, alors il y avait sur les toutes premières diapositives une liste d'entreprises qui sont en France et qui ont ce modèle en bas à gauche de je vends un produit et je forme en même temps à la fabrication de ce produit. Donc ce sont celles en tout cas que j'ai repérées le plus aisément. Mais beaucoup d'autres entreprises qui s'inscrivent explicitement dans le champ de la low-tech ne proposent pas de formation. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse et c'est un élément de réflexion que je note en revanche. Et c'est la pause. Voilà, c'est la pause. Merci beaucoup. Merci.